Radio Espace Guinée, les grandes gueules. Attention aux travers dans la profession. La rentabilité économique n'étant pas au rendez-vous, les entorses au professionnalisme dans les rédactions ont rongé la liberté d'expression qui reste à conquérir. Ces défaillances sont exploitées par les hommes politiques et les milieux d'affaires à leur avantage. Les grandes gueules, tous les jours 9h-11h sur Radio Espace Guinée et en simultané sur l'ensemble du groupe Adafo Média en région. Et oui, nous bouleversons nos programmes ce matin. Émission exceptionnelle, évidemment, avec le président Cellou Dalein Diallo. Il faut le rappeler, depuis le 12 mars dernier, donc, la République de Guinée fait face à l'épidémie de coronavirus. Depuis 2 mois plus tard, à plusieurs questions, le tableau épidémiologique, donc, affiche plus de 2300 cas. Le pays peine à mettre en route son plan de riposte et à mobiliser donc l'aide extérieure annoncée par les principaux partenaires. Il faut le dire. Nous essayons de comprendre ce matin comment construire une réponse globale aux crises que le pays traverse. Et là, c'est donc notre invité ce matin chez les GG. Et puis, juste derrière, nous allons nous intéresser évidemment à cette mobilisation générale. Il faut le rappeler, lancée donc par le groupe Adafo Média. Il faut le dire. Comment parvenir donc à une action de riposte rapide, inclusive. C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. La question est d'autant plus pertinente, il faut le dire, que l'impact que l'épidémie sur le secteur essentiel se fait important dans le sillage de la mobilisation générale PME lancée donc par le groupe Adafo Média. Nous entendrons ce matin dans cette émission Dr Diao Baldé, il faut le dire, entrepreneur et expert en développement local. Il sera en direct ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Koto qui revient à l'antenne, mon cher Jacques Loualino. Voilà, nous étions en train de parler de ces institutions internationales. Il y en a une qui a fait parler d'elle il n'y a pas longtemps. C'est bien entendu par rapport à notre plan de riposte économique présenté donc par le Premier ministre. C'est sur la question de l'énergie. Il y a que le gouvernement prend en charge le tarif social de l'électricité dans notre pays, sauf qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour des montants qui ont été avancés par le ministère de l'énergie, ensuite le gouvernement et puis la Banque mondiale a fait son évaluation. Et qu'est-ce que vous savez en tant qu'ancien dirigeant bien entendu de ce pays, de ce que valent, n'est-ce pas, les chiffres que peuvent détenir les statistiques ou les chiffres que peuvent détenir les institutions par rapport aux données que notre gouvernement peut, n'est-ce pas, détenir, où il y a la foi, où il y a la crédibilité. Très bien, je n'avais pas fini mon raisonnement par rapport à la résilience de l'économie guinéenne en 2021. Oui. J'avais parlé de l'existence d'une demande solide et de prix stables sur l'aluminium, sur la bauxite et l'aluminium. Mais il y a les risques qui sont liés à l'offre. C'est-à-dire que si la maladie n'est pas maîtrisée dans notre pays, si elle se propage à un rythme tel que nous ne puissions pas produire et fournir, naturellement, l'hypothèse posée par le FMI et sur la base de laquelle il a estimé que la Guinée pourrait être résiliente en 2021, ne serait plus vérifiée. C'est ça que je voulais dire, parce que du point de vue de la demande, leur projection était que la demande allait rester stable, et le prix également. Mais du côté de l'offre, de la production locale, il faut bien que la pandémie soit maîtrisée. Avec cette tendance, on a raison de s'inquiéter sur justement cette perspective-là. Nous souhaitons qu'elle soit contrôlée, mais il y a des risques aussi qu'elle ne le soit pas avec la gestion brouillonne actuellement de la riposte par l'État. Ceci dit, bon, alors, par rapport au tarif d'électricité, par rapport à la Banque mondiale, vous savez que ça a défait la chronique, le fait qu'il y ait une surfacturation de près de 46 millions. Lorsqu'on savait que le plan de riposte devrait, dans une large mesure, être financé par les partenaires, on peut considérer ça facturation, comme la dirigeante en a l'habitude. Vous savez bien, c'était le cas, malheureusement, ça n'a pas échappé à la Banque mondiale et nous devons la féliciter pour la vigilance, parce qu'on risquait de financer quelque chose qui devait aller sans doute dans les poches de l'équipe dirigeante. Alors, le tarif d'électricité, sur l'électricité, je sais que on devait en parler. On a limogé avant-hier le ministre, ou hier même, ou avant-hier, le ministre de l'énergie. Il faut dire que le désordre, Alpha Condé n'est à l'aise que dans le désordre.
Le désordre qui est dans le secteur de l'électricité n'est pas à attribuer à un ministre, mais à Alpha Condé lui-même. Je vais vous rappeler, j'étais passé dans votre émission, c'était en 2014 ou en 2015, pour faire état justement de la gestion chaotique du secteur de l'énergie. Alors, parce qu'on aime dire qu'il y a plus de 3 milliards de dollars qui ont été injectés. Jusqu'à présent, on n'a pas de courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je rappelle très brièvement. Vous savez que dès 2011, Alpha Condé avait souhaité faire un appoint de 100 MW au niveau de Conakry. Alors, un appel d'offres a été lancé. À l'époque, Papa Koli était ministre de l'Énergie. En plein dépouillement, M. Alpha Condé a dit d'arrêter le dépouillement et de donner le marché à Cerbras. Moi-même, j'avais commis l'erreur pendant longtemps d'attaquer le fils du président parce que je pensais qu'on m'avait dit que c'est lui qui avait amené cette entreprise, cette petite PME, dont qui n'est pas énergéticien, qui n'avait aucune expérience en matière d'énergie. Et cette entreprise a bénéficié du laxisme et de la corruption. Et elle n'a jamais pu livrer entièrement les 100 mégawatts. Ensuite, c'était K-Énergie. Ensuite, il y a une multitude de sociétés qui sont tous des amis. Ce n'est jamais le ministre qui a désigné. C'est toujours Alpha qui impose au ministère. Les ministres en profitent pour prendre leur part dans les commissions parce que les gens fixent des prix. Oula. Voilà. Vous touchez exactement à la plaie. À la plaie, monsieur les le ministres président. prennent leur part. Je pense qu'à un moment donné... Donc il y a des parts à prendre. Ben oui. Vous qui avez été ministre d'ailleurs. Hein. Premier ministre, attention. Premier ministre et ministre aussi. Hein. Bien. Oui. Donc les ministres prennent leur part. Les grandes gueules. Je vous mets au défi. Oui. Tous les marchés attribués dans les différents ministères que j'ai dirigés. Non, Koto, on ne détourne pas la question. On vous a posé une question. Quand vous dites que les ministres prennent leur part, ça veut dire que c'est une pratique qui est là depuis le temps de compter. J'en sais rien du tout. Je pose la question pour comprendre. Parce que quand vous dites que les ministres prennent leur part, nous, à chaque fois qu'on évoque des sujets comme ça ici, à l'entendre, vous n'avez pas de dossier. Mais sauf que nous sommes blindés à espace. Et ce matin, vous venez de faire un bel aveu en disant que les ministres prennent leur part. Les grandes gueules. Attendez, ne déformez pas ce que je dis. Je parle du secteur de l'énergie. Et je vous dis que je vous mets au défi. Tous les marchés qui ont été attribués dans les différents ministères que j'ai dirigés l'ont été par appel d'offres dépouillés par la commission interministérielle. Il n'y a pas un seul marché de gré à gré. Je peux citer une dizaine ou une quinzaine. Il y a eu des projets dans lesquels, si je prends la route pour Kankan Kouré-Malé, on a fini le projet, il restait 17 millions de dollars non utilisés. Parce qu'on a tenu à ce que les appels d'offres soient dépouillés dans les règles de l'art et qu'il n'y a pas eu de surfacturation. Ça, je peux vous le dire. Alors, j'ai dit dans le secteur de l'énergie, tous les marchés attribués aux fournisseurs privés d'électricité ont été décidés par Alpha Condé, pas le ministre. Maintenant, les ministres, avec les prix, sont fixés là-bas à la présidence. Et que ces choses, ça ne dépend pas de vous. Oui, mais monsieur le président... Oui, mais monsieur le président, il y a quand même la responsabilité personnelle et l'éthique que nous pouvons faire. Nous pouvons nous imposer nous-mêmes, même si le président impose le choix. Vous, je ne parle pas de vous, je parle bien des ministres concernés. Si vous ne sentez pas dans le plein exercice de votre fonction, eh ben, les bels exemples, il y a des exemples à travers le monde où le ministre démissionne tout simplement de son poste. Même ici. Oui, tout à fait, ça n'a pas été le cas. Les gens se sont accommodés. De toute façon, Alpha Condé demande à ses ministres d'aller soutenir dans leur région le RPG et puis vous n'avez pas de compte à rendre sur la gestion des deniers publics. Bien. Ce qu'ils font, ils réalisent de finances des campagnes, des meetings, des caravanes et puis c'est ce qu'ils demandent en contrepartie. Ils prennent les décisions, vous gérez, vous vous débrouillez là-bas. On ne vous demande pas, on ne vous inspectera pas, on ne vous demandera pas des comptes. L'essentiel que vous puissiez soutenir dans vos régions de Guinée à Conakry le RPG. C'est ce que j'ai dit. Si on vous suit très bien, c'est que vous donnez raison à la Banque mondiale, même si EDG est revenu après pour dire que le montant avancé par la Banque mondiale n'était pas exact. Je pense que le gouvernement avait reconnu qu'il y a eu surévaluation de ce poste-là, pour les 46 millions de dollars. Oui, maintenant, quel était
Mais cette force, je crois qu'ils sont même rejetés au niveau du gouvernement la responsabilité de cette surévaluation, pour ne pas dire de cette surfacturation. Alors ça, c'était reconnu. Alors maintenant, si vous me dites que la Banque mondiale avait tort de déceler cette... Non, je ne l'ai pas dit, c'est EDG qui l'a dit. Que le montant avancé par la Banque mondiale n'est pas exact, celui avancé par le ministre non plus. Bon, je considère qu'au niveau du gouvernement, c'était accepté et ils ont rejeté la responsabilité de leur entre guillemets. Mais cela n'a pas empêché le plan de riposte de faire son chemin dans les couloirs de la Banque mondiale. On parle même de majoration des premières propositions qui ont été faites. On parle de près de 200 millions de dollars. Quel regard avez-vous finalement sur cette situation? Je disais que si on prend le chiffre global, l'équivalent de 300 millions, c'est peu. La Côte d'Ivoire, le plan de riposte, c'était 3 milliards de dollars, environ 2 milliards 900 millions de dollars. Et le Sénégal, c'était 2 milliards, ici, c'était 300 millions. C'est vrai, c'est qu'il fallait identifier des actions crédibles à faire et mettre en place des procédures qui permettent aussi de rassurer vraiment les partenaires. Je pense qu'il ne manquera pas de soutenir bien entendu, de la Guinée dans sa lutte contre cette pandémie. Oui, mais on aurait pu s'attendre à des sanctions pécuniaires vis-à-vis de la Banque mondiale, mais ça n'a pas été le cas. Est-ce que finalement, ce n'est pas une petite victoire au-delà de la polémique qui a été suscitée autour de ces 46 millions de dollars? On a vu que la Banque mondiale majore ce que le gouvernement lui a demandé. Est-ce que ce n'est pas une petite victoire du gouvernement sur la polémique? D'abord, l'idée de sanctions. Lorsque vous présentez un budget, vous envoyez chez un bailleur de fonds pour demander de l'aide. Le bailleur de fonds étudie le budget et il a trouvé qu'il y a une surfacturation d'un poste particulier parce qu'il connaît le secteur. Je pense qu'il ne peut pas vous sanctionner, dire bon, on va demander au gouvernement de relever le Premier ministre ou le ministre de l'Énergie. C'est d'attirer l'attention, de faire un courrier, d'attirer l'attention du gouvernement sur cette erreur, sur cette surévaluation. Et maintenant, demander au gouvernement qu'il y a des possibilités auprès de son siège d'appuyer davantage la Guinée dans sa lutte contre la pandémie. Bien. Ça, je pense que c'est une décision responsable. Bien. C'est comme ça que ça se fait. Voilà, Monsieur le Président. Pas de demander la tête du ministre ou du Premier ministre, ce n'est pas le rôle de la banque. Voilà, on va revenir. On va parler politique maintenant. On a vu évidemment Sano, je parle de FNDC, voilà, qui a condamné, il faut le rappeler, les tueries du côté de Koya. Que va-t-il se passer maintenant? Parce que je ne vous ai pas trop entendu, en tout cas sur le dossier CPI, entre autres, le gouvernement aussi rébelote du côté de Bruxelles, qui avait quand même indexé quelques acteurs de FNDC. Que va-t-il se passer maintenant du côté du FNDC? Bon, écoutez, vous savez que depuis que M. Alpha Condé est là, maintenant on est à près de 200 morts. Wow. Des jeunes gens qu'on a tués à bout portant devant la presse guinéenne, parce que vous étiez toujours représentés dans nos manifestations. Ouais. Il n'y a jamais eu compensation. Alpha Condé n'a jamais voulu même qu'une commission d'enquête soit mise en place. Ouais. La première fois que le gouvernement a accepté le principe avec M. Sako qui venait d'arriver, avant qu'il ne soit complètement tropicalisé, il a dit je mets tout de suite une commission d'enquête. Mais il a été renvoyé par Alpha Condé. Il a dit qu'il n'est pas question de mettre les policiers et les gendarmes sur son dos, de dissoudre sa commission d'enquête. Il n'y a jamais eu d'enquête. Donc nous avons estimé qu'il était bon d'attirer l'attention de la CPI sur les crimes récurrents qui sont en train d'être commis en Guinée. Et nous avons eu un avocat qui a fait ce travail. Et dès qu'on fait ce qu'il nous appelle le signalement, et naturellement, la CPI a pris acte de l'existence de ces exactions en Guinée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quand est-ce qu'elle va faire? On ne sait pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, le problème est porté à la connaissance de la CPI. Heureusement pour nous, nous avons toujours voulu, comme il n'y a pas de justice en Guinée, la justice est complètement effondrée à Alpha Condé, elle fait ce qu'il veut. Maintenant, lui-même, il a porté le problème au niveau de l'Union européenne, disant que c'est les opposants qui tuent les manifestants. Alors bon, c'est très bien pour nous que le problème soit porté à l'international par Condé lui-même, parce que nous, vous êtes là, vous êtes témoins, on s'est battu pour qu'il y ait la justice. Il n'y a pas un seul accord politique qui ne comporte pas cet engagement du gouvernement de diligenter des enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs et les commanditaires des crimes. Ils n'ont jamais voulu. Maintenant, naturellement, eux-mêmes, ils portent plainte en disant que c'est les partis politiques ou c'est les manifestants qui se tuent entre eux, ce n'est pas les policiers et les gendarmes. Tant mieux maintenant,
je pense que les gens vont envoyer des missions pour situer les responsabilités, pour savoir si c'est l'opposition politique ou les PNDC qui tuent les manifestants ou si c'est ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité des manifestations. Nous sommes très, très satisfaits du fait que le gouvernement écrit pour dire voilà, nous, c'est nos manifestants, nos leaders politiques, c'est les gens du FNDC qui procédaient à l'assassinat des manifestants. Donc, ils vont venir faire la part des choses, je le souhaite en tout cas vivement. Bien. Et le problème, c'est que, comme vous le demandez, lorsqu'on demande des élections. Alors, Monsieur le Président. Lorsqu'on demande d'organiser les élections à bonne date, on tue. Lorsqu'on manifeste nos droits, on tue. Lorsque vous demandez de l'eau ou de l'électricité, on tue. Lorsque vous demandez d'enlever des barrages indus, on vous tue. Nous sommes en face d'un régime assassin. D'accord. C'est important que ces questions soient portées maintenant au niveau des juridictions et des institutions internationales. Du coup, le gouvernement nous aide à le faire. Monsieur le Président. Pour apporter le problème à l'Union européenne. Vraiment, pour une fois, nous félicitons le gouvernement d'avoir écrit à l'Union européenne pour dire que c'est nous qu'on envoie maintenant une commission d'enquête internationale, comme on l'a toujours demandé. Ils vont situer les responsabilités, puisque les victimes sont là, leurs parents sont là, les témoins sont là, les photos et tout, on a les listes avec les gens. Chacun sait comment, dans quelles circonstances son fils a été tué. Bien. Ben, ça veut dire qui vivra verra. C'est aussi simple que ça. La vérité éclatera. La vérité éclatera de toute façon. Allez, alors, monsieur le Président, ces signalements auprès de la Cour pénale internationale me renvoient à deux questions. La première, vous avez l'expérience de ce genre de juridiction, la justice, les procédures, tout ça, ça devient très lourd et ça prend beaucoup d'années. L'exemple ivoirien n'est que très récent et il permet justement d'attester ce que je suis en train de dire. Est-ce que ce n'est pas finalement, est-ce que ça ne risque pas de prendre trop de temps par rapport à un mandat qui finit bientôt? La deuxième question, c'est finalement d'utiliser la Cour pénale internationale comme une sorte d'épée qui effraie tout président en exercice. Est-ce que dans le contexte actuel, pour un président qui veut s'accrocher au pouvoir, la bonne démarche, la meilleure démarche avait été d'aller vers la Cour pénale internationale? Est-ce que cela n'aurait pas le risque de le pousser à s'agripper davantage à un pouvoir où on ne veut plus le voir? Écoutez, on a un devoir. Nous avons des mots d'ordre. Les jeunes sont sortis, exerçant un droit constitutionnel. Ils ont été abattus. Nous avons le devoir de nous battre pour qu'ils aient droit à la justice. Quelles que soient les circonstances, c'est un devoir humain, politique, que nous sommes en train d'accomplir. Nous avons tout fait pour que la justice guinéenne fasse quelque chose. On n'a pas pu. Si maintenant, c'est maintenant ou demain, l'essentiel est que la justice soit rendue. Ce n'est pas le temps qui est important. C'est le temps. Mais ce n'est pas un motif pour s'éterniser le pouvoir parce qu'on a peur de la justice. Bien. Non. On est bien d'accord, monsieur le Président. Vous l'avez entendu lui-même. Ce n'est pas... Permettez, je vais vous laisser continuer. Ce n'est pas une opinion personnelle en tant que telle. Vous avez entendu lui-même, monsieur le Président Alpha Condé, alors qu'il était opposant. Il expliquait que les présidents s'accrochent au pouvoir parce qu'il y a des risques de poursuite une fois qu'ils l'ont quitté. Je ne dédouane pas ce qui s'est fait. Mais je vous interpelle sur une pensée qui est présente en Guinée. Mais écoutez, mais on a vu des mandats d'arrêt lancés en compte des présidents en exercice au Kenya, au Soudan. Si la Cour pénale internationale des enquêtes établit la responsabilité d'un président, d'un ministre, mais elle est habilitée, en fonction de ses statuts, de lancer un mandat d'arrêt contre la personne. Bien. Allez-y, Roby. Monsieur le Président, un autre sujet. On vous accuse d'avoir la main noire dans la mise à la porte de Bahouri au sein de l'UDD, si je ne me trompe, du parti de l'UDD. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez joué un rôle dans l'éviction de Bahouri au sein de l'UDD, Monsieur le Président Cellou Dalein Diallo? Monsieur Roby, vous aussi quand même... ce sont les informations qui circulent, c'est pas moi qui le dis. Vous avez peut-être qu'il y a des rumeurs dont vous ne pouvez pas vous faire l'écho. Non, c'est pas des rumeurs, Monsieur le Président.
C'est pour ça qu'on vous pose, c'est pour ça justement qu'on vous pose la question pour tuer les rumeurs. Attendez, non, mais vous êtes suffisamment mûr et averti pour savoir que je n'ai aucun à le faire et que Valérie, en tant que président de l'UDD, était un membre actif du FNDC et qu'on était ensemble dans ce combat. Je n'avais aucune raison de m'insérer dans le fonctionnement. Alors vous qui avez longtemps côtoyé l'homme, Monsieur Bahouri, qui le connaissait très bien, comment expliquez-vous le fait qu'il n'arrive pas finalement à poser valise éternellement dans un parti politique? Je ne peux pas vous répondre à cette question parce que je dans ce débat. Est-ce que c'est possible un retour casse-départ avec M. Bahouri? Revenir à la maison? C'est possible qu'il revienne à l'UFDG? Non, il a tourné la page, nous avons tourné la page, donc ça, ce n'est pas envisagé, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais s'il vous le proposait, Monsieur le Président? Oui. S'il vous le proposait? S'il proposait de revenir à l'UFDG? Non, ce n'est pas son souci. Il a tourné la page. Nous avons s'il le faisait, c'est une éventualité. Importante à discuter. Je pense que c'est pas la peine d'insister là-dessus. Je ne veux pas faire de commentaires là-dessus. La page est vraiment tournée. On est habitué, hein. Bahouri ne veut pas faire de commentaires. Vous aussi, vous ne voulez pas faire de commentaires. Vous ne voulez jamais finalement faire de commentaires, vous deux? Oui, parce que nous avons tous les deux tourné la page. Bon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez-y, Jacques Lévalino. D'autres questions avant de continuer avec la rubrique à venir? Mais finalement, vous avez dit tout à l'heure que le combat du FNDC allait continuer, à part le fait que vous avez des démarches à l'international. Ici, à l'interne, à quoi peut-on s'attendre? Et puis, il y a le cas de Nzere Kore, on ne vous a pas entendu dessus. On voulait quand même que vous vous prononciez sur ce qui a été fait au lendemain de ces élections et des accusations, puisqu'on a accusé aussi l'opposition d'avoir manœuvré un peu sur place pour qu'il y ait cet affrontement. Écoutez, vous savez bien que nous avons déploré et condamné les exactions qui ont visé les citoyens et la population de Nzere Kore. Et nous avons été parmi les premiers à dénoncer l'arrestation et la déportation à Kankan de 42 personnes, de 42 militants du FNDC qui sont actuellement à la prison civile de Kankan. Mais en même temps, il y a une chasse à l'homme qui a été organisée contre d'autres ressortissants de Nzere Kore. C'est ainsi que Cécile a été kidnappé à Conakry, M. Théa également, et qui ont été aussi naturellement déportés à Kankan pour rejoindre leurs frères, les 42 autres qui étaient là-bas pour faire le nombre de 44. Nous avons déploré ça. Lorsqu'il y a eu la fosse commune, vous savez bien qu'on n'a pas fini encore d'identifier les victimes de ces exactions perpétrées contre les populations de Nzere Kore. Ce que l'on sait, c'est qu'une fosse commune a enseveli beaucoup de personnes. Certains parlent de 30, d'autres de 40 personnes dans la forêt du 1er mai. Et la fosse, on a la copie de la fosse commune. On souhaiterait un jour que la CPI ou en tout cas d'autres organisations de défense des droits de l'homme ou d'autres commissions d'enquête internationales viennent effectivement identifier ces corps qui sont ensevelis aujourd'hui dans la fosse commune. On les a enterrés là-bas à 4 heures du matin selon les informations dont on dispose. On a mis en place beaucoup de commissions actuellement pour mener les enquêtes, identifier nommément ces victimes-là et leurs proches. Et le FNDC est vraiment là-dessus. Et on ne renoncera pas, on fera tout pour que les victimes de ces exactions, de ces violences d'État puissent effectivement avoir droit à la justice et à la compensation. Et ça, le FNDC est là-dessus. Et croyez-nous, nous sommes en train de prendre beaucoup de dispositions pour que des enquêtes plus sérieuses soient menées par les ONG, par la CPI location, pour qu'on sache qui et qui ont été enterrés dans cette fosse commune et quelles sont au total les victimes de cette violence dont les populations de Nzere Kore ont été victimes. Cette violence n'est pas terminée, on continue de les kidnapper et de les séquestrer dans les geôles de M. Alpha Condé, mais ça aussi, nous continuerons ce combat pour la défense des droits de tous les citoyens guinéens qui se retrouvent dans cette situation. D'accord. Alors Monsieur le Président, il y a cette question qui se fait persistante. J'aimerais bien vous la poser.
avant le 22 mars, puisqu'on parle de Cour pénale internationale, de justice internationale, autour des violences survenues en Guinée. J'ai fait l'observation, nous avons fait l'observation que le FNDC côté international, on pouvait dire que le combat avait été... finalement, la communauté internationale était acquise au FNDC avant même le scrutin du 22 mars. On sait que les organisations régionales et sous-régionales se sont alignées sur les positions du FNDC. L'Union européenne, la France, les États-Unis majoritairement avaient justement dit leur position qui était en faveur du mouvement que vous portiez. Mais la question que je me pose, d'où vous venez le besoin de sortir les gens dans la rue le 22 mars pour empêcher la tenue du scrutin quand on sait qu'il y a des Guinéens qui, comme vous, avec les mêmes droits que vous, voulaient participer, eux, à ce scrutin, fut-il un scrutin totalement décrié? Parce que d'abord, à nos yeux, c'était un coup de force. La Constitution de laquelle M. Alpha Condé a prêté serment ne lui permettait pas de la changer. Pas du tout. Alors, il avait pris soin, naturellement, de verrouiller les dispositions relatives au mandat présidentiel pour ne pas permettre à quelqu'un de s'accrocher au pouvoir au-delà des deux mandats. M. Alpha Condé a vu qu'il n'avait aucun moyen de changer ces dispositions-là, puisqu'elles étaient verrouillées, mais il a préféré changer toute la Constitution. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez le dernier rapport du Centre d'études stratégiques, ils n'ont que renforcer le pouvoir personnel, il n'y a rien. La lutte contre le réchauffement climatique, c'est dans la loi, dans les lois. Le mariage précoce, c'est dans les lois. Tout ce qu'il prétend avoir apporté comme innovation était déjà dans la Constitution ou dans d'autres lois de la République. La peine de mort était déjà supprimée dans le truc. Il n'y a absolument rien. Le seul motif de ce changement de constitution, c'est de ramener les compteurs à zéro et de dire Alpha donc peut se présenter. Le FNDC a été créé pour s'opposer à ça. On s'est opposé à ça et heureusement on a réussi. Il n'y a pas eu d'élection, il y a eu des résultats qui ont été proclamés comme ça. À la tête du client, on a attribué des postes de députés à Jean. Vous avez réussi. Vous avez réussi, dites-vous, Monsieur le Président, à empêcher des élections qui soient crédibles et acceptées de tous. Ça l'était déjà. C'est comme défoncer une porte qui était déjà ouverte. La seule vraie conséquence de cette mobilisation, c'est les cas de mort que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Écoutez, aujourd'hui, non. Écoutez, après le scrutin, les partenaires se sont prononcés. Et aussi. Oui, mais monsieur le Président, les partenaires étaient déjà favorables à ça. Les partenaires s'étaient déjà exprimés. Ils avaient déjà dit leur opposition à la tenue du scrutin dans ces conditions. Vous le savez vous-même, Monsieur le Président. Ils n'ont pas manqué de qualifier aussi le scrutin, qui n'était pas un scrutin crédible, qui était une mascarade électorale et qui aujourd'hui, ce scrutin a abîmé complètement l'image du dictateur aujourd'hui à l'étranger. Bien. Ouais, c'était le but de chercher, de toute façon. Allez-y, mon cher. Monsieur le Président, l'opposition et le FNDC se disent ne pas se reconnaître dans cette constitution et ne pas reconnaître l'Assemblée nationale. Quel mécanisme vous allez mettre en place pour finalement appliquer ce que vous avez appelé comme ne pas reconnaître les institutions mises en place? Comment allez-vous éduquer vos militants? Quel mécanisme sera mis en place dans ce cas-ci, dans ce cas d'espèce? Non, vous le saurez. Notre stratégie, on ne peut pas la décliner. Monsieur, ce n'est plus une stratégie cachée à partir du moment où vous l'avez dit et que tout le monde sait. Vous ne pouvez pas dire ne pas reconnaître la Constitution et ne pas reconnaître la mise en place de l'Assemblée nationale et nous dire que la stratégie que vous avez mise en place pour dérouler votre plan est une stratégie cachée ou... Non, ce n'est pas une stratégie cachée. Alors Non, moins de lutte. Et nous allons être appuyés par tous les hommes épris de démocratie et de paix, non seulement dans le pays, mais aussi à l'étranger. Et nous allons continuer le mec, ce qui nous a... Un seul exemple du déroulé de cette non-reconnaissance. Un seul exemple. Mais nous allons nous élever contre demander la dissolution de l'Assemblée et l'annulation de ce... Il l'a déjà dit, bien sûr. Par tous les moyens, bien entendu. Bien. Ne pensez pas que
la trêve que nous avons concédée actuellement, c'est à cause de la pandémie. Si on est tranquille, Ouais. sinon le pays ne serait pas tranquille parce qu'on serait en train de lutter et on mènera cette lutte jusqu'à la victoire. Voilà. Le président Cellou Dalein Diallo, notre invité ce matin. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Oui ou non? Il connaît les règles, voilà, il faut le rappeler. Alors, oui ou non, Monsieur le Président, les lois que cette Assemblée nationale devrait voter dans les prochains jours seront à vos yeux des lois de la République? Non. Non. Alors oui ou non, la Guinée, à cette allure, est partie pour être le nouveau foyer de l'épidémie du coronavirus en Afrique? Le risque est grand que ce soit le cas, malheureusement. Oui. Nous devons nous mobiliser Oui. pour que ça ne soit pas le cas, mais les risques sont devenus grands. Voilà. Roby. Monsieur le Président, oui ou non, la page de la rancœur entre Monsieur Baouri et vous n'est pas totalement tournée? Oui, j'insiste là-dessus, la mine n'est pas totalement tournée. Elle est complètement tournée. Elle est complètement tournée. C'est derrière lui. Roby, t'as entendu? Oui ou non, vous êtes devenus... vous êtes revenus, vous deux, à de meilleurs sentiments, même si vous deux, vous évitiez de faire les commentaires l'un sur l'autre? Oui. Oui, voilà. Allez, on compte. Oui, allez-y, Jacques. Ça a été difficile, Oui. la réponse. Oui. Oui ou non, Monsieur le Président, croyez-vous à des élections cette année? Ouais. Présidentielle. Présidentielles, oui. 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 Cellou Dalein Diallo, notre invité ce matin. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.